C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du JDD et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors on connaissait la grande vadrouille, on connaît désormais le grand cafouillage. Hier, Matignon annonçait en milieu d'après-midi l'annulation de certaines mesures qui avaient été annoncées avant la suppression de la taxe sur les carburants. Mais la taxe étant supprimée, les services du Premier ministre, dans une logique comptable, se sont dit plus de taxes, plus de mesures. Mais face à la pression et à la colère de certains députés de la majorité, Matignon a fait demi-tour et a annoncé, sans honte aucune, une heure plus tard, et en assumant que les mesures étaient finalement maintenues. Alors, ça cafouille. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, d'un côté, il y a une logique budgétaire et de l'autre, il y a une logique politique, et c'est la logique politique qui l'a emporté ? Je crois surtout d'abord qu'on découvre que ce n'est pas une spécialité de François Hollande et de ses gouvernements, le cafouillage, le rétropédalage et le couac. Ouais. La deuxième chose, de toute façon, si on prend toute la séquence, c'est du bricolage, tout ça. Oui, ça a été fait dans l'urgence. C'est du bricolage, fait dans la précipitation, sous la pression des gilets jaunes. C'est une reculade majeure, c'est même sans doute un acte essentiel du quinquennat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron annonce des choses et on se rend compte que c'est compliqué à mettre en place. Vous ajoutez le fait que ça coûte 10 milliards, que à Bercy s'arrache les cheveux en se disant mais c'est pas possible. Et donc on se souvient, qu'est-ce qui se passe ? On se souvient que le 15 novembre, ils avaient annoncé 500 millions de mesures d'accompagnement pour essayer d'amoindrir l'effet de la hausse des carburants. Mais comme la hausse des carburants a été annulée, du coup ils se disent oh là là, ça on va l'enlever. Oui. Le seul problème, c'est que les députés de la majorité ont dit non. C'est quand même un signe important. Ça veut dire que les députés de la majorité, il y a quelque chose qui va se passer, qu'ils vont plus laisser accepter tout ce que Matignon et Bercy va vouloir leur imposer. La deuxième chose, c'est que Bercy, comme d'habitude, a fait du Bercy, et donc ce qui est logique, ils sont dans leur métier, on ne peut pas leur en vouloir. Et Matignon a préféré assumer cette situation ridicule plutôt que traîner ça pendant 2 ou 3 jours. Pourquoi ? Parce que 2 ou 3 jours, c'est trop, puisqu'il faut que les mesures soient votées avant la fin de semaine, pour espérer que tout ça marche, cette usine à gaz là, marche pour que la prime soit versée, la prime de 100 € ou un peu plus soit versée sur les salaires de la prime d'activité, donc la hausse de sur le revenu du salaire, ou de février, que les mesures en faveur des retraités puissent fonctionner en mars, ce qui n'est pas du tout certain, c'est bien ça le problème, Rosine. Donc il y avait urgence, et Matignon a préféré reculer tout de suite que de se retrouver ridicule. Hélas, une fois encore, entre le désastre politique et le désastre de la haute administration, tout ça donne un spectacle pas très reluisant pour la politique. Oui, finalement, on moquait beaucoup François Hollande et ses zigzags, ses hésitations, son virage libéral, puis toutes ces hésitations. Et en réalité, on retourne au vieux monde. Oui, c'est vrai qu'on ne change pas une méthode qui ne marche pas. Si vous me permettez une boutade, sous réserve d'annulation, l'annulation est annulée. C'est un peu ce que... C'est du De Vos, un peu, oui, non ? c'est ça. Ça touche un peu au sublime en matière de comique. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Bruno. Je ne vais pas revenir sur la séquence. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il y a une vraie rupture dans le quinquennat, pas forcément au sens tournant, c'est-à-dire il n'y a pas eu de tournant idéologique, les buts du quinquennat, les buts des réformes sont pas forcément modifiés, mais en tout cas dans la méthode, c'est un sacré coup d'arrêt, puisque je crois me souvenir qu'Emmanuel Macron nous a expliqué qu'il gouvernerait pas comme ses prédécesseurs et que lui tiendrait le cap et ne céderait pas face à la rue, face aux protestations diverses et variées. Or, il s'avère que après avoir campé 4 semaines depuis le début de la protestation des Gilets jaunes sur une position inflexible, souvenez-vous l'élément de langage, combien de fois l'a-t-on entendu ? On ne changera pas de cap. Il se trouve que ce rétropédalage fait d'autant plus mauvais genre qu'il suit ces 5 semaines ou 4 semaines où le gouvernement avait joué l'inflexibilité. Alors oui, ça ressemble à François Hollande, sauf que François Hollande, a posteriori, il ne s'agit pas de le réhabiliter ici, mais lui, il avait quand même un peu de flair et il sentait ce genre de désagrément et l'ampleur que pouvait prendre une protestation. Ça a été le cas, peut-être, à part la loi travail et l'histoire de la déchéance de nationalité. Mais lui, il reculait, fit ça. Alors, il était moqué. C'est pas forcément une méthode politique à prendre en exemple, mais en tout cas, il avait ressenti ce qui venait du terrain. Et là, l'histoire des Gilets jaunes et le dernier épisode qu'on vient d'évoquer, c'est précisément parce que le Premier ministre et le Président ne sentent rien. Alors, ne sentent pas les coups politiques. Et tout à l'heure, Bruno, vous disiez la Bercy. Donc, cette technostructure, est-ce que Emmanuel Macron,
c'est ce qui fuite un peu partout maintenant. Cette technostructure, elle est vieille comme depuis qu'elle existe. Hein. Bercy, c'est un peu un État dans l'État qui décide dans le fond de tout, qui a une vision comptable des choses et non pas humaine, donc un peu déconnectée. Et est-ce que les meilleurs ennemis du politique, ce sont ces crânes d'œufs de Bercy qui ont pondu notamment la baisse des APL, de l'aide au logement, et qui sont un frein aux politiques. Et cette formidable trajectoire de la hausse de la taxe carbone surtout, parce que l'accélération, fallait quand même le faire. Penser qu'on pouvait passer de 45 € à plus de 300 € en fin de mandat, il faut vraiment être assez déconnecté. Passons. Dans un budget. Dans un budget, bien sûr, dans un budget mensuel. Donc passons. Oui, mais ça, c'est pas très nouveau. Non, ce qui est plus étonnant, c'est que Emmanuel Macron... mais aujourd'hui, on s'en rend bien sûr compte. Non, mais on s'en rend bien compte. Et puis, bon, tout ça aussi... et lui aussi. Il y a deux choses. Il y a d'abord, Emmanuel Macron avait plutôt promis autre chose. Hein. Il avait promis un nouveau monde, une nouvelle façon, une nouvelle approche, que rien ne pouvait se faire sans... mais il est victime des technos. Il est victime des technos, il est aussi victime de lui-même, il est aussi victime de son entourage qu'il a choisi. Donc, je ne pense pas qu'il faille lui chercher des excuses. À mon avis, il est le premier responsable de cette situation. D'autant plus que lui, il avait vu comment ça dysfonctionne du temps de François Hollande, comme vient de le raconter David Rodalon. Donc, non, je pense que tout ça ne serait pas si grave s'il y avait des résultats. Or, la croissance est en berne pour le 4e trimestre, elle est divisée par 2, évidemment, l'effet gilet jaune. On ne peut pas dire qu'à 1,5, on soit leader en Europe. Hein. Si on regarde mais c'est partout, la baisse de la croissance. Oui, on regarde en Autriche, c'est quand même 3%. 3%, on serait un peu plus à l'aise. Hein. Donc, regardons un peu notre situation. Elle est franchement pas terrible, piteuse au bout d'un an et demi, pour des gens qui avaient promis le nouveau monde. Bon, moi, je trouve que vous avez raison sur le constat, mais c'est une permanence. Je veux dire, les hauts fonctionnaires de Bercy restent, les gouvernements passent, et eux, la technostructure demeure et parfois impose ses choix aux politiques. Simplement, je trouve que là, dans la séquence actuelle, elle a un peu bon dos, la technostructure et Bercy, puisque je rappelle que Emmanuel Macron, il en est l'émanation. Il est quand même inspecteur des finances, il a été secrétaire général adjoint à l'Élysée, il a été ministre de l'économie, donc Bercy, il connaît, il en vient, son secrétaire général, en vient, beaucoup de ses conseillers en viennent. Et de la même manière, quand on tapait sur Édouard Philippe depuis 15 jours en disant « Ah, ce sont des affreux technos qui n'ont rien compris », c'est un peu facile, tout simplement. La majorité s'en prenait au Premier ministre parce qu'elle ne pouvait pas s'en prendre au président. Alors oui, la technostructure a sa responsabilité, mais Macron en étant issu, Philippe étant un petit peu moins issu, mais étant un petit peu sous sa coupe, bien sûr, ce sont d'abord des choix politiques. C'était d'abord et avant tout à eux de déminer la question des APL, de déminer cette trajectoire taxe carbone, et pour le coup, ils n'ont rien senti. Donc, à techno et demi, j'ai envie de dire. Mais victime donc de la technostructure, victime consentante. Oui et non, victime consentante, mais est-ce que victime aussi de son aile droite et de ses choix, Édouard Philippe, Le Maire, Darmanin, qui sont dans une logique, eux aussi, pas de déficit, une orthodoxie budgétaire, et qui, elle aussi, est un peu met le pied sur le frein social. Écoutez, pendant 1 an et demi, ils nous ont explité que la jambe sociale allait bientôt arriver, que il fallait patienter, sauf qu'elle n'est pas arrivée, et que les Français, ils se sont dit, si on ne pousse pas, ça ne va pas arriver. Donc, je pense que Emmanuel Macron, il a sans doute déçu parce que le en même temps qui lui a permis d'entretenir un grand flou pendant la campagne, s'est avéré essentiellement des mesures très libérales qu'une bonne partie de son électorat ne voulait pas, et au-delà, parce que beaucoup des gens qui sont gilets jaunes, les études le montrent, sont d'ailleurs pas vraiment ces électeurs par ailleurs. Est-ce que cette flexibilité, elle était pour certains, pour beaucoup d'économistes en tout cas, elle était effectivement nécessaire, parce qu'il y a un retard de libéralisme en France, mais il y a un retard sur le social, c'est-à-dire que cette fameuse flexi-sécurité qui a marché, qui marche en Europe, qui marche au Danemark, Emmanuel Macron s'en est inspiré, mais est-ce que le volet social a été suffisamment important? Non. C'est bien sûr, le libérer, le protéger, il y a eu le libérer, parce que Emmanuel Macron postulait, c'était la grande promesse de sa campagne présidentielle, l'émancipation par le travail, et pour ce faire, il fallait bien arroser les premiers de cordée, entre guillemets, et attendre que l'activité reprenne et ruisselle sur les autres. Le problème, c'est qu'effectivement, on a un petit peu arrosé les premiers de cordée et que l'activité n'a pas ruisselé sur les autres, d'une part.
que le chômage n'a pas été véritablement résorbé du moins de façon assez importante, et enfin le pouvoir d'achat a continué à stagner. Donc oui, la moitié de la promesse macroniste n'a pas été tenue. La fameuse jambe gauche, le fameux protégé. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a quelques mois, à Matignon, à Bercy, chez Darmanin, chez Philippe, chez Le Maire, on expliquait qu'il n'y aurait pas de jambe gauche, que la jambe droite suffisait. Donc voilà, il y a eu un malentendu de départ chez les gens. Donc c'était pas du en même temps. C'était pas du en même temps. Et si je veux reprendre la fameuse formule de Madame Martine Aubry, le macronisme, c'est ni de gauche, ni de gauche. Ils n'ont pas et de gauche et en même temps de droite. Voilà. Et d'ailleurs, elle l'a réédité, vous avez remarqué, quand il y a un loup, c'est qu'il y a du flou. Quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. Sur le capital politique qui reste à Emmanuel Macron, parce qu'il y avait quand même des réformes qui sont prévues, qui sont celles de l'assurance chômage et donc des indemnités et des retraites. Et là, il va falloir mettre sur un pied d'égalité 42 régimes pour qu'il n'en reste qu'un. Donc forcément, à un moment, il y aura des perdants. Est-ce que ces réformes-là, elles sont bloquées, ficelées dans un placard, ou alors il va falloir qu'il invente des réformes, mais qui seront avec un package social? Alors, la réforme des retraites, je pense que pour l'instant, on peut l'oublier s'agissant du premier semestre 2019. On verra plus tard. Vous savez, une réforme des retraites qui n'est pas faite pendant la première, qui n'est pas engagée pendant la première année ou pendant les 18 premiers mois, c'est très compliqué de l'engager par la suite. Donc il a usé son capital réforme. D'autant plus que c'est quelque chose qui, à mon avis, demande une grande pédagogie, une grande explication. La réforme par points, c'est très compliqué. Et franchement, s'engager dans quelque chose où il y aurait des perdants encore du côté des retraités ou autres, je crois que c'est compliqué. Il a quand même dilapidé beaucoup de son carburant politique. La réforme de l'assurance chômage, là, il faut que les partenaires sociaux se mettent d'accord. On voit bien que pour le premier semestre, ça va être difficile. Non, je pense que pour l'instant, ce gouvernement est à peine sorti du coma. Il n'est même pas dans la convalescence et que pour l'instant, il est urgent de ne rien faire. On voit bien que le premier trimestre va être occupé par ce fameux grand débat. Et puis, on se contentera de ça pour l'instant. Du retard, certes. Coup d'arrêt, je ne suis pas certain parce que vous avez remarqué que les premières réformes du quinquennat n'ont pas pu être bloquées par les syndicats. Ce sont des petites taxes qui ont été bloquées par les gilets jaunes. C'est pas une. Mais la majorité ne se laissera pas faire, David. Oui, mais il n'est pas certain que les gilets jaunes soient en mesure de se remobiliser. Et moi, je ne crois pas du tout à la capacité des syndicats à rebondir sur cette affaire. Donc le match n'est pas tout à fait. Je ne crois pas qu'il faille voir du côté des gilets jaunes ou des syndicats. Il faut voir du côté de la majorité qui ne va pas accepter maintenant les choses en l'état. On le voit bien. Elle est extrêmement nerveuse. Ça sera difficile pour le Premier ministre et le Président. Donc, on en reparle très vite. Ah ben non, on n'est pas là la semaine prochaine. C'est Noël. On en reparle en 2019, absolument. Donc, bonne fête à vous deux. Très bonne fête, Roselyne. Merci. En 2019, à très vite.